L'écurie Red Bull a-t-elle déjà plié le championnat du monde de F1 après la domination de Verstappen au Grand Prix de Bahreïn, qui a réussi le Grand Chelem avec la pole position, le meilleur tour en course et la victoire? On peut légitimement se poser la question. Mais Ferrari, tout comme Mercedes, ne sont pas abattus par cette domination et semblent même rassurés, analyse avec nos fanas du paddock. La situation semble en revanche plus critique pour Alpine qui végète en fond de grille. L'écurie française peut-elle rebondir, tout comme Christian Horner qui, bien que blanchi, semble toujours empêtré dans un scandale de harcèlement qui tire les ficelles? Débat. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode dont on refait la F1. Merci infiniment pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo s'il vous plaît. Vous le savez, on refait la F1 dispose désormais de sa propre chaîne YouTube. Je vous invite donc à vous abonner en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. L'émission sera encore disponible quelques temps également sur la chaîne dont on refait le Mac, avant de basculer définitivement sur la chaîne YouTube dont on refait la F1. Donc, abonnez-vous, c'est important. Et attention, nouveau jour de diffusion, vous le savez désormais, on refait la F1, c'est tous les lundis, bien sûr. Après un Grand Prix, c'est plus le jeudi, c'est le lundi. On débat maintenant à chaud avec pour arbitrer nos fanas du paddock, dont l'expertise est parfois, comment dire, de mauvaise foi. Tienne, oui. Notre team principal, Éric Boulier. Bonjour Éric. Bonjour. Ça va Éric, en duplex? Ça va bien, toujours. Oui. À mes côtés, notre polémiste de la F1, fan de Lewis Hamilton et de son écurie Mercedes, qui a retrouvé des couleurs ce week-end, Monsieur Laurent Pantanach. Bonjour tout le monde, des couleurs. Bah, bientôt, tu vas te mettre au rouge. Oui, oui. Ah, oui. Et de retour également cette semaine pour défendre les Bleus qui en ont bien besoin, l'écurie Alpine bien sûr, Guillaume Pommier. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Et avec nous cette semaine, on a la chance d'avoir celui qui défend le mieux l'Église Ferrari, qui porte haut et fort les couleurs rouges, Monsieur Alain Di Duca, surnommé Don Camillo. Bonjour Alain. Buongiorno a tutti. Ça va? Tu as retrouvé un petit peu le sourire ce week-end? Ouais, mais c'est bien. Ouais. Voilà. Quant à moi, vous le savez, je demeure le supporter du pilote qui vieillit le mieux avec les années. Il a annoncé il va tenir jusqu'à 50 ans au volant de la Aston Martin. Il s'agit bientôt, bien sûr, de Monsieur Fernando Alonso. Et avant de débuter, un petit clin d'œil à nos sponsors. Cette semaine a commencé par NordVPN qui vous propose une solution pour sécuriser votre navigation sur le net. Et pour vous, fans de F1, une solution économique et simple pour regarder la F1 sans abonnement. Ou presque, allez voir, Laurent vous dira tout dans un instant pour profiter des Grands Prix de F1 sans abonnement ou presque. Autre sponsor cette semaine, il s'agit de Unibet, le site de paris en ligne. Vous savez que moi je ne savais pas qu'il était possible de miser sur les Grands Prix de F1 et pour le découvrir, Unibet vous propose 100 € de bonus en cas de premier pari perdant versé en ce qu'ils appellent les free bets. On vous dit tout en fin d'émission pour les pronos du Grand Prix de Jeddah. Rappelons bien sûr que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et qu'il faut bien sûr jouer de manière responsable. Allez, vous êtes prêts messieurs pour faire un débrief de ces essais hivernaux, pas les essais hivernaux, mais de ce premier Grand Prix de Bahreïn. Radio check. Radio check. Loud and clear. Allez, on enchaîne tout de suite avec le premier chapitre de cette émission et la large victoire de Verstappen. Un hat-trick pour Max qui réalise la passe de 3, pole position, meilleur tour en course et la victoire. Et il a dominé sans partage, messieurs. Qui veut faire ce constat qui se répète maintenant depuis près de 2 ans? Guillaume, allez, lâche-toi. Il n'y a pas grand-chose à dire de différent par rapport à l'année dernière. Comme on le pressentait après les essais hivernaux, Red Bull a la meilleure voiture en ce début de saison. Bravo à eux pour le changement de concept. Verstappen étant toujours un excellent pilote, en osmose avec son écurie et sa voiture. Il a dominé de la tête et des épaules le Grand Prix. Donc bravo à lui et ça nous promet une saison difficile en termes de suspense. Mais je pense que le championnat est déjà plié du côté de nos amis chez Red Bull et de Verstappen. Alors c'est vrai que la course, Laurent, était plutôt ennuyeuse. Il s'est échappé, on ne l'a plus revu après. De là à dire qu'elle est pliée, je ne sais pas. Non, il y a des choses, il y a quand même des choses positives sur ce Grand Prix, mais sur Max, il a été magistral comme toujours. C'est-à-dire que même si on n'a pas parlé des essais, mais puisqu'on parle de Max, c'est intéressant. C'est pas lui qui a fait le meilleur temps des essais, puisque en Q2, Leclerc avait fait un meilleur temps que lui. Mais sur le dernier
Hein, sur le dernier truc, il est là, quoi. Le mec reste un excellent pilote. Il est parti. On l'a vu partir. Et c'est marrant parce qu'en 2-3 tours, il y avait, ça y est, il y a l'écart. Et après, le reste, il s'est pas passé grand-chose. En plus, il a un côté un peu lancinant, ce circuit. Tu Il vois, est assez particulier. On va en parler avec Eric. 22 secondes d'avance sur Pérez, Eric. sans forcer. Hein. Ouais, sans forcer. Il semble qu'Adrien Newey a réussi son pari avec un tout nouveau concept. Laurent en parlait, avec un système de refroidissement entièrement revu et ça fonctionne du tonnerre. Et la capacité de progrès semble même encore là. Ils vont progresser encore. C'est assez flippant, Eric. Alors, je parlerai plutôt de Pierre Vacher, parce que bon, tant qu'à faire, un Français qui dirige l'écurie Red Bull et qui dirige l'équipe technique, autant le mettre en avant, parce que c'est quand même lui, en fait, qui prend les grandes décisions. D'ailleurs, il a eu une interview très intéressante dans l'équipe avec Fred Ferret, où il explique que voilà, la voiture l'année dernière, ils avaient fait un peu le tour. Et comme on sait en Formule 1, si tu développes pas, tu recules, tu fais pas de surplace. Donc ils ont pris cette décision de changer tout le concept de la voiture. Et je dois avouer que c'était très brave. Et ça, c'est Pierre Vacher qui prend la décision et qui coordonne ça. Donc chapeau à ce grand monsieur de la F1 que je connais. Et d'ailleurs, il est tellement humble que de le voir un petit peu, de faire une interview, c'est toujours intéressant à lire. On va aller voir tout de suite cette interview sur l'équipe. Donc Camille, Monsieur Di-Duca, pour toi, est-ce que le championnat est plié? On va parler de Ferrari dans un instant, mais juste la performance décourageante et la perspective de progrès de cette voiture. Quel est ton sentiment au lendemain du Grand Prix? Je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que côté pilote, c'est plié. Côté écurie, je vais être comme notre ami Pepone de la semaine dernière. Je crois que Ferrari là, tient le bon bout parce que c'est un très bon début de saison. Et que quelque part, il y aurait eu un match à 3 beaucoup plus consistant et amusant peut-être s'il n'y avait pas eu les ennuis de frein de Charles, qui a ralenti Carlos et en même temps qui a fait que Carlos n'a pas pu faire la jonction avec Pérez. L'autre point quand même, en termes d'ennui, j'enlèverais un truc. Quand on regarde les temps des essais, c'était vachement serré. Et quand on met, il y a une seconde. Une seconde de la première, enfin du premier à la, voilà. Mais c'est tout le paradoxe. Je suis d'accord avec toi. C'est tout le paradoxe. Quand j'ai vu qu'avec une seconde, je me suis dit, mais dans la course, ça va être, tu vois, et en fait, alors on va en elles ont parler. quand même des difficultés à se passer, quoi qu'il arrive. On va en parler. Est-ce que le circuit joue un petit peu quand même pour conclure sur la domination de Verstappen, Eric, qui est quand même très typé ce circuit de Bahreïn, et que peut-être que comme tu l'as dit, avec les écarts qui se resserrent, il n'y aurait pas 22 secondes d'avance au prochain Grand Prix. Alors, oui et non. Alors, a priori, il y en aura moins sur les prochains Grands Prix parce que Bahreïn est un circuit très abrasif. Et malheureusement, pour nous, spectateurs de la F1, ça veut dire que la Red Bull est non seulement rapide sur un tour, mais elle est aussi rapide sur les longs runs. Donc oui, je ne veux pas dire que c'est plié pour la saison, mais en tout cas, c'est très mal engagé pour quelqu'un d'autre que Max Verstappen d'être champion. Sauf en mécanique, bien sûr. C'est pour ça que tu as ces décalages de 22 secondes, en tout cas à Bahreïn. Bien, ça promet. Ouais. Allez, terminé. Quel est le plus grand temps d'avance d'un pilote? Bonne question. On n'est pas encore au quiz F1, mais je t'en prie. Ayrton Senna, Ouais. 1 minute 24, avec du style 6 ou 7 arrêts, quoi. Sur le deuxième, tu veux dire? Ouais. D'accord. C'est Je énorme. me dis, tu vois, Parce qu'il y a un tour d'avance, quoi. Ah oui, il y a un tour d'avance, mais tu te dis, est-ce que finalement, à un moment donné, il devrait pas aller chercher ce record, quoi. La question, c'est savoir s'il faut à un moment donné, il faut inclure dans le règlement des pénalités comme il existe dans d'autres disciplines de Le F1, golf, un handicap. où on met un peu de poids, quoi. Voilà. Bref. Allez, Ferrari termine 3e avec Sainz à 25 secondes. Mercedes brillant en essai libre, on le disait, seulement 5e avec Russell à plus de 46 secondes. Un écart important, pourtant, le constat est. Et somme toute assez positive, vous allez voir, explication. Alors, après le Grand Prix, Mercedes et Ferrari semblaient rassurés avec Sainz sur le podium, Leclerc 4e, qui était lui très frustré à la fin du Grand Prix, ça m'a vraiment marqué lors des interviews. Mais somme toute, le team principal, Frédéric Vasseur, se montrait plutôt satisfait. Donc Camille, la nouvelle voiture semble avoir corrigé pas mal de défauts de l'année dernière et c'est assez encourageant. Hein. Ce que Fred dit aussi, c'est qu'elle semble pouvoir être plus facilement maniable dans les corrections de réglages qui peuvent être faites. Donc ça, c'est un point très important.
L'autre chose, c'est clair. Je veux dire, Pérez jouer avec les Ferrari. Et je pense que d'un Grand Prix à l'autre, ça risque d'être amusant à ce niveau-là. Je pense que les Ferrari ont quand même a priori une longueur d'avance sur Mercedes. Ah, toi, tu penses qu'ils sont devant? Ils sont devant. Parce que pendant les essais, oui, ok, les Mercedes étaient excellentes, puis elles étaient vachement basses à un moment. Donc voilà, hein. ça Oui, les tapait, ça se étincelles. voyait. Donc j'irais, oui, Ferrari est plutôt bien. Et alors, ce qui est terrible, c'est l'écart entre Checo et Max. Hein. Ouais, Là, je crois Plus qu'au niveau 25. du moral, il va finir par craquer Non, mais à moi, nouveau. alors tu vois, moi c'est marrant parce que moi, ça me choque pas. On sait que la voiture, elle est faite pour Max. Finalement, je me dis, il s'en sort bien, quoi. Le mec, il fait comme l'année dernière. Hein. Il part 5e, 6e, il finit second. Tu vois, alors là, il n'était pas second depuis 7 Grands Prix, quand même, hein, je crois. Donc lui, je vois le contraire, quoi. Je me dis, tu vois, il est sur la 2e marche du podium. L'année dernière, il était à peu près. Voilà, c'est après, au courant de l'année, quand il a commencé à avoir des velléités d'être le vrai concurrent de Mais Verstappen. 26 points, 18 points. Ouais, Il n'a jamais été à aussi peu de points du leader. Hein. Ouais, mais en début Ouais, de mais saison, bon. il avait bien démarré aussi. Il démarre toujours plutôt bien les saisons. Donc la bonne nouvelle, tu l'as dit, c'est que la voiture semble mieux équilibrée. Elle détruit moins les pneus et plus économiquement de pneus que l'année dernière. Charles, en revanche, Charles était sur la première ligne, à seulement 3 dixièmes de Max lors des essais et des essais qualifs. On voit bien que l'écart se resserre par rapport à l'année dernière, de manière générale. Hein. Bon, après, Leclerc a rétrogradé, certes, mais passant de la première à la 4e place, mais il y a des raisons pour cela. Hein. Les raisons sont claires, quoi. C'est ces ennuis de frein, hein, où a priori il y avait une énorme différence de température entre gauche et droite, d'après ce que j'ai compris. Donc je pense qu'il aurait au moins pu jouer au niveau de Sainz, si pas mieux. Sainz, quant à lui, il a été retardé par Charles à un certain moment. Donc, Puis, il partait de plus loin, donc il a fallu passer voilà. ouais. Donc non, ça me paraît très positif. Et puis course très très solide de Sainz. Hein, Et puis on a vu, Eric, que quand à partir des 2 tiers du Grand Prix, Charles Leclerc était débarrassé de ses ennuis de frein. Il a vraiment réalisé une très belle fin de course. Hein. Le second meilleur temps absolu du Grand Prix, même s'il y a plus d'une seconde encore tout de même de Max. Mais est-ce que tu penses que ce Grand Prix reflète véritablement les forces en présence, notamment du côté de chez Ferrari, Eric? Oui. Ça confirme en tout cas ce qu'on avait un peu pressenti lors des essais ou à travers les différentes interviews des interlocuteurs. C'est clair que Ferrari a fait un step en corrigeant ses erreurs. Ils ont fait un step qui leur permet d'aller un peu plus haut. Je pense que je suis d'accord avec Alain. Ils vont se situer entre Pérez et Max régulièrement. Après, on va voir le reste de la meute. Alors, on a vu quand même, moi, ce qui m'avait un peu interloqué, je l'ai dit en préambule tout à l'heure, c'est le niveau de frustration de Leclerc, hein, qui n'a pas mâché ses mots. Hein. Je cite, la voiture était nulle part. Voilà, il semble vraiment avoir la pression, battu par son coéquipier Sainz. Alors, comment tu as jugé ça, Guillaume, concrètement? Cette impatience, on sent de Leclerc. Hein. Je pense Il ronge son frein, son jeu de mots, depuis 2 saisons maintenant. Je pense qu'il y avait un peu de frustration chez Charles Leclerc. À mon avis, c'est pas lié à l'arrivée d'Hamilton, c'est plutôt lié au décalage entre ses attentes. Il avait pour ambition de titiller Pérez et d'être plus proche de Verstappen. Et les problèmes de frein ont empêché la voiture de dérouler la course comme ça devait l'être. Et puis la deuxième raison, c'est Sainz qui, pour le coup, a fait un super Grand Prix et lui passe devant. Donc sa lutte interne pour cette année, voilà, avec Sainz, il a un peu de retard. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Alain et le niveau de Ferrari, clairement, c'est le verre à moitié plein, c'est que c'est beaucoup mieux que l'année dernière où ils étaient environ à 8-9 dixièmes de Red Bull. Aujourd'hui, ils sont à 4-5 dixièmes, donc ils ont réduit l'écart de moitié. Verre à moitié... Même moins 3 dixièmes en course, mais le verre à moitié... en essai. Le verre à moitié vide, c'est quand même que ils sont encore loin derrière Red Bull. Je pense que Ferrari, ils veulent être champions du monde, et clairement, ils ne le seront pas cette année. Laurent, la bonne surprise, c'est le niveau de performance. Tu le disais, de la W15, la nouvelle Mercedes, du moins, aux essais libres. Comment tu as analysé ça de ton côté, Laurent? Alors, c'est marrant parce que tout le monde s'enthousiasme de ce niveau. Oui, c'était bien. Et en termes de temps, hein, on a regardé. Meilleur temps de l'essai libre 2. Hein, oui, même, tout à fait. Mais bon, après, tu sais, le problème des séances d'essais libres, c'est que tu sais pas ce qu'ils ont comme. Tu sais ce qu'ils ont comme pneus, mais tu sais pas ce qu'ils ont comme oui, mais au-delà, package aérodynamique, les tests qu'ils font et le poids de l'essence. Comportement. On a regardé les essais avec Don Camille et avec Monsieur le maire la semaine dernière, et on voyait que la voiture était stable et on glissait moins que la saison dernière. On sentait quand même que la voiture avait du potentiel et réagissait au réglage quand même. Donc
Donc c'est Oui, quand même il y a encourageant. il y a deux choses que je trouve encourageantes. La première, c'est que la voiture avait comme tu disais, elle semblait. Alors après, Elle est c'est un bien née. regard extérieur, et les pilotes étaient contents. C'est-à-dire, l'an dernier, on a quand même vu Hamilton sortir plein de fois en disant. Et là, il a dit bon, ben ouais, non, j'aime bien. Tu vois, les deux, et Russell et Hamilton. Donc ça, c'est le côté positif. Après, pendant la course, bon, ils ont eu de gros soucis mécaniques quand même. Hein. Ils ont eu des problèmes de refroidissement, ils ont eu des problèmes. Ouais. Donc, ça veut dire qu'ils ont C'est plutôt une bonne nouvelle. du c'est une coup. bonne nouvelle parce que tu te dis, bon, ben, peut-être que s'ils corrigent ces problèmes-là, ils arriveront à avancer. Oui, on pourrait avoir 4 équipes. Enfin, en tout cas, ma crainte, je vais dire c'est quoi ma crainte. Ma crainte, c'est qu'on ait Verstappen et de fait Red Bull qui soient loin devant. Et donc, on ait toutes les courses avec le Verstappen devant. Et que derrière, on ait finalement une compétition entre 4 écuries, c'est-à-dire les 3 a priori du jeu suspect, c'est Ferrari, Mercedes, McLaren. On ne sait pas trop, on sait pas trop ce qui va se passer avec Aston. On est un peu déçu du résultat, mais il faut se méfier. Et qu'on ait un peu cette espèce de panier avec, allez, on a les meilleurs sont Ferrari des 4, le moins bon c'est Aston, et au milieu il y a McLaren et Mercedes qui se tirent la bourre. Et finalement, au gré d'une bonne qualif, un bon fait de course, une bonne stratégie, un bon changement de pneus au bon moment, on a 8 pilotes sur ces... alors pas 8 parce que j'enlève Stroll. Non mais je veux dire, grosso modo, Sainz et Leclerc vont être là. Non mais Sainz et Leclerc vont être là. Je pense que Russell et Hamilton vont être là. Je pense que Piastri et Norris vont être là. Après, le dernier, c'est surtout... Même s'il a fait une bonne remontée, là, Stroll. Allez, je me tais. Eric, Laurent le soulignait, Toto Wolff a souligné des problèmes de surchauffe de la Mercedes, qui est plutôt une bonne nouvelle. Et au-delà, on voit bien qu'il y a aussi une tentative de ne pas simplement copier Red Bull, comme la plupart des écuries. Hein. Mercedes innove également. James Allison, le papa de la W15, a introduit de belles nouveautés et ne se contente pas, encore une fois, de copier Adrian Newey sur la Red Bull. Est-ce que tu peux nous en parler, notamment son système de suspension avant assez étonnant? Oui, en fait, c'est un peu la force de Mercedes, d'ailleurs, sur toute la partie mécanique châssis. Ils ont une très très belle équipe. Et ils ont toujours été, d'ailleurs, depuis plusieurs années, novateurs en termes de suspension ou de différents systèmes mécaniques sur la voiture. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec la réflexion de Pierre Vacher, c'est qu'en fait, même si la voiture est bonne ou pas bonne, il faut toujours innover, parce que sinon on se fait rattraper en permanence par les autres. Et c'est bien que Mercedes garde aussi une ligne de conduite. Alors c'est bien, quelque part, qu'effectivement, comme vous disiez, ils en ont un peu sous le pied grâce à des problèmes surtout des problèmes de cooling, en fait. Hein. Ça, c'est directement au détriment de la performance. Bien sûr. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que Red Bull est arrivé, ils n'ont pas eu un seul problème du week-end à part la radio de l'ingénieur de Pérez. Avec un tout nouveau concept, hein. C'est vraiment Et avec un impressionnant. tout nouveau concept, ouais. Et autre innovation qui a beaucoup fait couler d'encre ce week-end, c'est un nouvel aileron qui se prolonge. Tu peux nous en dire un petit mot, Eric? Là, c'est simplement, de nouveau, c'est l'interprétation du règlement, comme on dit chez les Anglais, c'est-à-dire que la différence, nous les Français, eux, ils interprètent le règlement et ils vont toujours au-delà de ce qu'on appelle la ligne du trait. Et donc, je pense qu'il y avait une petite interprétation qu'ils ont fait valider par la FIA, qui leur a permis d'aller allonger un peu la voiture, et ce qui devrait faciliter en tout cas un tout petit peu moins de traînée aérodynamique normalement. Voilà, l'efficacité en tout cas. Laurent? Ouais, il y a un deuxième truc assez génial effectivement, il y a ce trou sous le nez, hein, mais il y a surtout sur la dernière réglette d'aileron. On va remontrer l'image. Ouais, Regarde. sur la dernière réglette d'aileron, en fait, ils ont réussi. Ce que dit le règlement, c'est que l'aileron doit être entier. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire des bouts d'aileron. Tu le vois Et là, donc, regarde. donc, ils l'ont fait en entier, et que l'aileron doit superposer la lamelle inférieure du dessous. Ouais. Et en fait, ils ont réussi à faire un truc qui fait qu'elle y est. Physiquement, elle est présente, mais elle laisse passer l'air. Donc, du coup, il y a l'appui sur les extérieurs de l'aileron, mais tu as deux énormes tunnels qui permettent d'avoir un meilleur flux d'air. Bon, bien sûr, tous les autres... ils vont le copier, surtout ils ont déjà commencé à porter réclamation. Hein. Alors, un mot sur les Aston, on en parlait tout à l'heure avec Laurent. Les Aston Martin qui ont souffert ce week-end, ça m'a fait un peu mal au cœur. Ils n'ont pu résister aux Ferrari, aux McLaren et aux Mercedes. Fernando a laissé passer
tout le monde. Quelle analyse l'année dernière, c'était l'écurie qui crée la surprise. Il a quand même brillé, Fernando. Début de saison. Ouais. 5e, 3e et second lors des essais libres, qualifié 6e pour finalement finir à la 9e position. On sent que ça se joue à rien, hein, mais voilà. Comment tu as peut-être d'abord l'avis d'Éric, ça m'intéresse, du technicien avant l'avis des supporters. Écoute, c'est toujours en début de saison. Il y a des choix techniques qui sont faits. Il y en a qui fonctionnent en simulateur, il y en a qui ne fonctionnent pas. Dans le cas d'Aston Martin, je pense que l'équipe, elle est encore à rôder. Elle a été petite équipe pendant de nombreuses années. Et maintenant, elle a les moyens de grandir. Et donc, il faut laisser le temps encore de s'affirmer comme peut le faire aujourd'hui un Red Bull ou un Mercedes. En tout cas, pour parler sur un terrain managérial, c'est un peu ça qu'il faut faire et à quoi s'attendre. Allez, je vous laisse répondre. Un petit avis sur Aston, peut-être. L'enjeu pour Aston, c'est ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Ils n'ont pas réussi à faire l'année dernière, c'est de faire évoluer la voiture. Là, on va voir si les installations qui ont coûté une fortune au Papa Stroll vont vraiment porter leurs fruits. Franchement, j'ai mes doutes. Voilà. Toi, tu penses qu'elle va rester une écurie de seconde zone? Ils ont la chance d'avoir Fernando et ont la malchance d'avoir Stroll, donc ils n'ont qu'un pilote. Voilà, moi je crois aussi. Alonso, c'est qu'un pilote? Non, ils n'ont qu'un pilote. Ils n'ont qu'un seul pilote. Parce que franchement, là, voilà. Bon, en tout cas, Alonso, pas grand-chose à dire de plus. Qui ne cache pas son envie de rejoindre Mercedes l'année prochaine. Hein. En tout cas, il peut déjà se féliciter d'avoir quitté l'écurie alpine qui a sombré ce week-end notamment. Allez, un mot au sujet de NordVPN, notre sponsor avec Laurent. Notre partenaire vous réserve une offre exclusive cette semaine via le lien que vous trouverez en description de la vidéo et en commentaire ou encore via le QR code qui s'affiche à l'écran. Quelques mots sur NordVPN et la valeur ajoutée pour les fans de F1 ou les fans de tech en général. Alors, NordVPN, c'est un VPN hein, comme plein d'autres. Il a pas mal d'avantages. Moi, j'aime bien. Il a une interface qui est hyper simple. Donc, tu vois, tu as une carte, tu te déplaces, tu cliques sur le pays sur lequel tu veux être. Donc, ça te sert à modifier le catalogue de tes abonnements, un style, tu vois, les streamings. Donc, tu te retrouves avec des catalogues que tu n'as pas. Et pour la Formule 1, c'est top parce que il existe de la Formule 1 accessible sur de la télé, mais dans certains pays, entre autres la Belgique, hein, que les choses soient claires. Donc en fait, tu te connectes sur ton NordVPN, et la Suisse aussi, effectivement. Et tu te connectes en... Non, mais par exemple, moi, je suis allé regarder l'autre jour, j'ai trouvé je voudrais regarder si en Italie, c'est public ou pas, j'en sais rien. Non, je crois que c'est sur Sky maintenant. Ah ouais, parce qu'avant, c'était public. Et je suis allé écouter un commentaire sur la RAI, mais c'est magique, quoi. C'est comme un match commandé par des Brésiliens, quoi. C'est fantastique, quoi. Donc je me posais cette question. Je dis juste, le prix, c'est 2,33 € par mois. Hein. C'est plus... C'est un abonnement sur 3 ans, mais ça revient à 2,33 €. Enfin, franchement, ça vaut le coup. Il y a plein d'autres choses dedans. C'est-à-dire que tu peux faire du WPN, tu peux faire vérifier si ton email a été utilisé dans des bases de données. Il y a plein de choses dans cette offre regroupée. Donc, c'est pas juste le VPN. Moi, je le dis, pour 2,33 € tu te poses pas de questions, quoi. Et le QR c'est moins que l'épaisseur du trait. Le QR code vous permet d'accéder directement à l'offre. 4 mois d'inscription supplémentaire si vous souscrivez un abonnement de 2 ans en cliquant sur le lien de la description de l'émission, dans les commentaires ou encore le QR code que vous avez vu passer à l'écran. Après, on s'est intéressé à Red Bull, après Alpine, après Mercedes, on va s'intéresser... Pardon. Après Mercedes, après Ferrari et Red Bull, on va s'intéresser à Alpine. On va sauter ce truc, non? Non. Allez, séance de supplice pour notre ami Guillaume. Alpine en crise dès le début de saison. Les amis, Ocon 17e, Gasly 18e seulement. Alors, ce n'est pas les 2 dernières places, Guillaume, hein, on peut se consoler comme ça. Il y a encore 2 voitures derrière. Merveilleux. Alors, quel est ton sentiment? Quelle est la vraie nature du problème, Guillaume, de la 524, la nouvelle Alpine qui a débarqué sur la piste cette année? Ouais, non, c'est un désastre. Hein. On va pas se mentir. Je suis partagé entre indulgence et indignation. Indulgence parce que c'est vrai que c'est un nouveau concept. On l'avait dit après les essais hivernaux, nouveau concept, ça prend du temps à le développer, à le comprendre. Et on a préféré chez Alpine faire un pas en arrière pour ensuite en faire 2 en avant en développant la voiture. Ils repartent de zéro. Ils ont dit qu'il n'y a quasiment plus aucune pièce commune avec la voiture de l'année dernière. Ils repartent de zéro parce qu'il y a eu des problèmes l'année dernière et on l'a tous suivi ici. Donc ça, c'est un peu l'indulgence que j'aurais. Après, j'ai quand même de l'indignation parce que le nouveau concept, pour l'instant, il ne marche pas. On part de très loin. On part de zéro, mais de loin. Je ne suis pas certain que les évolutions soient très rapides.
À mon avis, pendant plusieurs grands prix, on est dans cette situation-là. Donc c'est décevant pour les fans de Formule 1 français comme moi qui défendent nos bleus. Et puis indignation aussi parce que j'ai l'impression que les leçons, personne n'apprend du passé, quoi. On voit encore qu'il y a des ingénieurs qui sont sur le départ. On va en parler. Marc Hartmann et le néerlandais de Vire. Eric nous parlera de ça, j'imagine, plus en détail. Et là, je me dis, mince, on veut un peu de stabilité, on veut faire quelque chose en F1. Et pour le coup, on est loin. Donc moi, je fais un appel solennel aujourd'hui, plein de gravité. Eric, reviens. Ils sont devenus fous. On a besoin de toi pour remettre un peu d'ordre dans cette belle maison et que Alpine retrouve la place qui devrait être la sienne, la place de la France éternelle, la première place. Alors Eric, on a vu que les pilotes se sont montrés très modérés avant même le début du Grand Prix dans leurs propos. On sent qu'ils tentent de gagner du temps, de ne pas accabler l'écurie. Est-ce que la direction d'Alpine, concrètement, elle paye aujourd'hui le grand coup de balai de l'année dernière avec le départ de son patron, Laurent Russi, de son Tipeee, Otmar Schofnauer, mais aussi Alan Perman et Pat Fry, Eric? Je suis pas dans une position facile de commenter ce genre de sujet parce que j'ai toujours prôné la stabilité. Gérer une écurie de Formule 1, ce n'est pas comme gérer un groupe automobile. On ne peut pas arriver tout casser en disant si vous n'êtes pas content, allez-vous-en. Ça marche pas comme ça. C'est une petite communauté qui en plus vit tout dans le Motorsport Valley, ce qu'on appelle autour de Oxford. Et vous devez créer en fait une équipe qui se parle, qui se comprenne, qui communique et qui ensuite va avoir entre guillemets les moyens et en même temps le courage d'aller développer sa voiture. Facile de copier les autres, mais ça veut dire qu'on est toujours derrière. Ensuite, innover, c'est encore autre chose. Et effectivement, s'il n'y a pas le soutien du management, les ingénieurs, eux, peuvent facilement démissionner puisque de toute façon, ils vont être recrutés 300 mètres plus loin par une autre écurie. Donc, c'est un mode spécial de gestion. Et puis, je crois qu'il faut aussi avoir l'esprit un peu course, quoi. Ça reste de la course quand même à la fin, même si gérer une écurie Formule 1 aujourd'hui, c'est beaucoup de gens à gérer. Et puis après, il y a des choix stratégiques. Il n'y a pas que l'écurie à faire. Lorsqu'il y a eu le gel de la réglementation des moteurs, Renault n'a pas su saisir l'occasion du coup aujourd'hui il paye le prix aussi avec un moteur qui apparemment est un petit peu en deçà des autres au moins jusqu'en 2026, donc il y a vraiment tout à refaire et tout à repartir de zéro. Donc la voiture serait trop lourde, un problème donc de surpoids, un problème de moteur. L'ami Guillaume disait à l'instant, Eric, que deux nouveaux départs seraient à l'ordre du jour. Le directeur technique Matt Harman et le chef aérodynamicien de l'écurie alpine Dick De Beer, qui est également sur le départ et qui aurait remis leur démission. Tu les connais bien également, Eric, ces personnes? Alors moi je connais pas bien Mark Hartmann parce que il était pas là, il était très jeune de mon temps. Dirk De Beer était déjà mon chef aéro chez Lotus à Enstone, donc de 2010 à 2013. Donc ce sont des gens extrêmement compétents qui ont gagné des courses, gagné des championnats, qui je pense aujourd'hui sont en désaccord avec la politique de l'entreprise et donc on choisit de partir, ce qui est quand même assez grave pour une écurie de perdre son directeur technique et son chef aéro tous les deux ensemble à un moment où on commence à prendre les décisions stratégiques sur le concept de la voiture de l'année prochaine. Même si l'année prochaine, a priori, en 2025, personne ne va réinventer l'eau chaude, puisqu'il y a un changement de réglementation en 2026, donc je pense que l'année prochaine, ce sera que des évolutions. Mais là, du coup, on part de plus loin. Et là, il faut recomposer toute une équipe, recruter. Ça pique, effectivement. Vas-y. Ouais, et puis le recrutement est très, très, très long. Ça prend des mois, voire même des années avant de créer une équipe qui fonctionne. Alors, Laurent et Alain, peut-on espérer un retour de situation? Bruno Famin, le nouveau patron d'Alpine F1, se montre rassurant avec l'arrivée d'Evolution. Croyez-vous à un scénario à la McLaren comme l'année dernière? On sait que McLaren était nulle part l'année dernière et puis a presque gagné un Grand Prix en fin de saison. Moi, je dirais qu'il y a une chose qui est encourageante, c'est que les écarts sont très serrés.
Donc ça peut permettre, avec des petites évolutions, d'arriver peut-être à avancer assez rapidement dans le milieu de grille. Rattraper le milieu du peloton. Rattraper le milieu du peloton. Par contre, ce qui me paraît beaucoup plus inquiétant, c'est, je pense, plutôt le déficit moteur. Et Là, on ça, peut rien faire. Là. Il n'y a rien à faire contre ça. C'est-à-dire qu'il faut prendre encore plus de risques au niveau châssis, c'est ça en voilà. fait. C'est ce qu'ils font en fait. Hein. Voilà. Quant au discours des deux pilotes, j'ai l'impression que le patron de Renault a dû leur dire vous allez rester calme. De toute façon, ils n'ont pas trop le choix. Hein. Ils n'ont pas trop le choix. Laurent, ton sentiment, on a vu qu'effectivement, les écarts sur un tour sont assez importants déjà entre Alpine et le reste de l'écurie. On a vu qu'il y avait même des écarts jusqu'à 1 seconde. Hein, ces trucs, seconde 7, 1 seconde 9 de retard sur Verstappen sur un tour. Ouais. Donc, mais que 4-5 dixièmes, comme tu le disais, par rapport au dixième. Donc, c'est pas au 10e place, donc c'est pas si loin du milieu du peloton. La vraie difficulté, c'est que l'an dernier, ils ont dit que la voiture avait un souci, donc qu'ils commençaient à réfléchir à la voiture de cette année. Finalement, la voiture de cette année arrive, elle est encore plus problématique. Alors attention, ça a très très bien été expliqué par Eric tout à l'heure. Hein. C'est pas de la photographie, c'est de la vidéo. C'est-à-dire que tout le monde avance et celui qui s'arrête à un moment donné, le paye très cher. Il recule. Ouais. Donc c'est là où je suis un peu moins enthousiaste, c'est que je me dis le chemin à parcourir, il va être 2 fois plus grand parce qu'il faut rattraper. Donc on a vu, il y a un problème de surpoids, il y a un problème de motorisation. Alors on le sait que le problème de motorisation, et c'est là où il y a quelques limites aussi dans la réglementation, parce que très vite ils se sont rendus compte que la motorisation, ils avaient un problème l'an dernier avec, ils disaient entre 10, 15, 30 chevaux. Même, ouais. 30 chevaux. Tu vois, quelques années. Donc c'est monstrueux. Ils ont essayé de négocier avec la FIA, de voir jusqu'où ils pouvaient tordre le système, et la FIA a dit non, on change pas. Et c'est vrai que c'est très très dur, parce que ça veut dire que tu restes avec un. J'apporterai un petit bémol, puisqu'en fait, la FIA, elle n'a pas dit non, mais c'est. Alors, tout est venu justement du déficit moteur qu'avait Honda il y a quelques années, souvenez-vous, notamment des périodes McLaren chères à Eric, et quand ils sont passés chez Red Bull. Honda a dit on reste, mais il faut nous laisser le temps de développer plus le moteur, parce que là, on n'arrive pas à rattraper le retard. OK, et pour ce faire, la FIA s'est tournée vers les motoristes, Mercedes, Ferrari et Renault, et a dit est-ce que vous acceptez de laisser Honda aller plus loin dans sa motorisation et développer son moteur. Ils ont dit oui, mais à condition qu'on nous renvoie l'ascenseur quand on en aura besoin. OK. Donc là, Renault, l'année dernière, a demandé à son tour, sorti son joker. Maintenant, c'est à nous. Et les autres écuries s'y sont opposées. C'est vraiment un milieu de requins, Eric, le milieu de la F1. En fait, on s'y attendrait presque. Hein. Non, ce que j'ai c'est vrai que personne ne va aider personne. Après, le cas de Honda était un peu particulier, mais c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il est extrêmement important quand on gère une écurie d'être extrêmement actif en lobbying, et parce que c'est le seul moyen aussi de faire pencher certaines décisions, non pas en sa faveur, mais de permettre de rattraper des erreurs, et notamment sur tous les choix stratégiques techniques. C'est qu'à un moment donné, Renault aurait pu taper du poing sur la table, puisque c'est comme ça, on s'en va, comme a fait Honda, ça fait que en termes marketing, la F1 ne pouvait pas se priver d'Honda. On peut se poser la question si la F1 peut se priver de Renault aujourd'hui. Allez, l'autre fait marquant de ce week-end, pour arrêter le massacre avec notre ami Guillaume, c'est un autre massacre à l'arrière du peloton, avec le clash Tsunoda et avec son écurie, et son équipier Daniel Ricciardo. Est-il devenu Ricciardo le chouchou de Red Bull? On en parle. La fin de la course a été animée par la bataille pour la 2e place entre Kevin Magnussen et Yuki Tsunoda, avant que le pilote Red Bull, Racing Bull, ne reçoive l'ordre de laisser passer son coéquipier Ricciardo. Et puis là, ça a été une chose terrible pour lui. Ça a déclenché sa fureur. Et après avoir franchi la ligne, il a failli carrément envoyer dans le décor son coéquipier en le doublant avec force. Quel regard vous portez sur ce énorme coup de gueule de Tsunoda? Est-ce qu'il a des raisons d'être si énervé, Laurent? On sait qu'on l'a vu. C'est vraiment le chouchou, Ricciardo, au sein de Red Bull aujourd'hui. Ouais, mais au-delà de ça, c'est quelque chose que j'avais du mal à comprendre, moi, avant, cette espèce de comportement de sale gosse, limite de connard des pilotes. Et en fait, tu te rends compte que les gars, ils sont dans la compétition, et même la 13e place, alors qu'il n'y a aucun enjeu. Hein. Il n'y a pas de point. Non, mais tu vois, que tu te battes entre la 14 et la 13, ou la 13 et la 12, ça change rien. Et donc, tu pourrais te dire, bon, le gars, on lui a demandé de passer. À la limite, s'il avait été très intelligent, il aurait dit, bon, super, je le laisse passer parce qu'il n'y a aucun point. Et le jour où j'en aurai besoin, j'espère qu'on me renverra l'appareil, et je le rappellerai à ce moment-là. Après, je pense que c'est pas ça dans la tête
tête d'un pilote. Je pense qu'un pilote, même en 20e position, ça reste un terrible compétiteur. Il faut imaginer que le 20e, ça reste comme le 20e meilleur pilote de sport automobile au monde. Tu vois, D'accord, mais il y a ce aussi domaine. un contexte. C'est un mais pilote je- Honda, par exemple. On sait je qu'Honda ne va sais. pas Non, rester mais chez Red Bull à vitam aeternam. je sais. Donc On c'est s- maintenant qu'il doit montrer. Mais il a du caractère. On sait qu'il a du caractère. Au début, il insultait tout le monde. Il a pris beaucoup sur lui. Non, mais il a beaucoup évolué. Je trouve que c'est un jeune qui a beaucoup évolué. Il parle mieux anglais qu'avant. Tu Ouais. comprends mieux. Donc, je trouve qu'il fait des efforts. Après, ça reste un gamin, quoi. Ça reste un gamin. Et l'autre, il se la raconte. Il fait, tu vois, il a toujours, ouais, moi, tu vois, j'ai un peu la sagesse du Ricciardo. Tu vois, j'ai un truc. Bon, moi, je trouve ça con. Je trouve ça con de la part de Tsunoda. En même temps, je suis pas choqué. Je pense que tu le vois sur tous les autres pilotes. Il est sorti de la voiture Leclerc qui est à un autre niveau, tu vois. Ouais. Il est sorti, il était très mécontent. Et puis 1 heure et demie après, il a une autre interview. Il s'était apaisé. Ils avaient Oui, commencé à discuter l'adrénaline. dans les équipes. Quelle analyse, tu vois Mm. ce qui s'est passé. Bien sûr. Tu es content que ton ingénieur te dise, regarde, on a trouvé. C'est un réglage d'un tour de vis de 3/4 trop à droite. Et tu détends. Les mecs, ils ont passé. Il faut imaginer qu'ils sont à fond dans leur bagnole pendant 2 heures. Ouais. Je sais pas. Moi, quand moi, même. j'ai trouvé ça même. Ça a mis du peps un peu. Alors, on sait que c'est à l'opposé d'Hamilton, qui est très politique dans ses déclarations. Hein, et, Tout à fait. C'est sûr que ça nous change. Mais est-ce que tu comprends, Eric, cette décision, en tout cas, du muret des stands, si tôt dans l'année, de laisser passer Ricciardo, quand on sait les enjeux, hein, c'est de permettre à Ricciardo de prendre la place de Pérez, qui est en fin de contrat chez Red Bull en fin de saison, Eric. Alors, je n'irai pas jusque-là dans l'analyse. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas, en tout cas. Oui, alors déjà, Laurent a raison, il y a quand même de la compétitivité. Hein. Les pilotes sont extrêmement compétitifs et quelle que soit leur place, et surtout vis-à-vis de leurs équipiers, ils veulent rester devant. Après, il y a aussi un tout nouveau management dans l'écurie. Hein. Il y a eu Franz Tost pendant de nombreuses années, nouveau management, nouvelle personne. Je pense que les pilotes n'ont pas appris à bien se connaître encore avec les pilotes, pardon. Et donc, parce que ce genre de consigne, comme le disait Laurent, tu nous aides cette fois-ci, on te verra la prochaine fois. On n'est pas en train de jouer la pole ni le podium. Donc, effectivement, il y a, je pense, simplement une relation à créer entre le nouveau team principal, le nouveau CEO, Peter Bayer, et Laurent Mekies, avec les pilotes, et ainsi de suite, quoi. Ouais. Les amis, donc Camillo et Guillaume, est-ce que vous ne pensez pas que quand même ça transpire aujourd'hui que Red Bull et Christian Horner adorent Ricciardo, hein. Peut-être, moi je pense que la décision, elle n'est pas liée à un phénomène chouchou sur. Tu as regardé Drive to Survive Ricciardo. récemment ou pas? J'ai pas regardé. Alors, si tu regardes Drive to Survive, c'est impressionnant. Hein, je veux Mais dire, la décision, en il fait. a porté à bout de bras. Hein. Ah, mais la décision, elle n'est pas irrationnelle, en fait. Il ne faut pas oublier, vous ne l'avez pas rappelé, donc je vais le faire, que Ricciardo avait les pneus tendres à ce moment-là du Grand Prix et que Tsunoda avait les pneus durs. Et potentiellement, Ricciardo, s'il avait exploité la full capacité de ses pneus tendres, aurait pu gagner peut-être deux. Oui. Entrer dans le top 10, c'était compliqué parce qu'il y avait Stroll qui était loin. Mais je pense qu'ils ont voulu faire ce pari-là. Et ce qu'a dit Ricciardo, et je suis assez d'accord avec lui pour le coup, c'est que si Tsunoda l'avait laissé passer 1 ou 2 tours avant, qu'il avait appliqué la consigne directement, il aurait du coup moins dégradé ses pneus derrière Tsunoda et il aurait pu après dépasser plus facilement la voiture d'avant. Donc je pense que c'est un peu d'immaturité de Tsunoda sur ce dossier. Alain, on a déjà parlé dans cette émission que si Red Bull est si amouraché de nos amis de Ricciardo, c'est qu'il y a une raison bien concrète. On sait qu'il est très populaire sur les réseaux sociaux, que c'est un formidable, en termes marketing, c'est un bon client, Ricciardo. Il est super bankable pour eux. Oui, mais je serais plus modéré et de l'avis d'Éric, quoi. Aller analyser ça jusque-là, je sais pas. Je serais plus proche de ce que dit Guillaume, qui en plus, lui, regardait fort l'arrière du peloton, donc, tandis que nous, on était plus concentrés sur l'avant. Donc, je pense en fait que tu as raison. Alors regardez quand même cette slide. Regardez quand même ces slides où on voit les nombres d'abonnés à Instagram. Lewis Hamilton, 34,8 millions d'abonnés. Charles Leclerc, 12,3 millions d'abonnés. Max Verstappen, 10,5. Il n'est que troisième, Max. Et le quatrième, c'est Daniel Ricciardo, 8,7 millions. Le souriant australien, moi je l'aime beaucoup personnellement, mais on sent bien qu'il y a quand même une relation particulière avec lui et Christian Horner, dont les déboires ne sont pas encore terminés. Loin de là. Comment ne pas parler de l'Horner Gate, stop ou encore. Alors, surprise, après plus de 3 semaines d'enquête, les amis, Red Bull a blanchi son team principal, Christian Horner, qui était depuis plusieurs semaines cloué au pilori en raison d'une attitude, entre guillemets, déplacée envers une employée de Red Bull.
circulé. Il n'y a rien à voir, semblait dire l'écurie la semaine dernière. Et puis des photos, des conversations sur WhatsApp ont fuité, qu'évidemment nous avons pu nous consulter comme beaucoup de monde. C'était sur les réseaux sociaux. Donc, Franchement, non, c'est- si ces conversations sont vraies, il ne faut pas 3 semaines d'enquête pour en tirer une conclusion, Laurent. Hein. non, déjà, c'est comment ça s'est passé, hein. C'est-à-dire qu'il a été blanchi le mercredi, et pendant la séance d'essai 2 du jeudi, il y a quasiment 150 journalistes automobiles et tous les teams principaux et aussi les instances dirigeantes qui ont reçu un lien vers un Google Drive qui contenait des copies. On l'a eu en 2 temps, nous. Hein. Donc, on a eu une première photo avec un certain nombre de messages. On s'est posé la question. Moi, mon intime conviction, c'est que c'est vrai. C'est que ce sont des vrais, parce que les messages sont trop neutres. Beaucoup de gens se sont posé la question en disant, est-ce que ça n'a pas été fait? Est-ce que ce ne sont pas des faux messages qui ont été pour nuire? Et en fait, je me dis, mais si la personne avait fait des faux messages, il fallait faire des faux messages, entre guillemets, grandiloquents. Plus Là, c'est enflammé. Ouais, là, les messages sont pas enflammés. Et la lecture est intéressante. Moi, je voulais partager mon analyse de multiples reprises dans l'équipe, quand on de préparation de l'émission. Hein. Finalement, je pense que c'est juste un Christian Horner je pense vous savez que je l'aime pas. Hein, donc en plus, Non, on peut pas je l'aime pas du tout. Et mais je pense que c'est une histoire de flirt. Alors avec des maladresses, un rôle du pouvoir. Ça reste le patron, c'était son assistante. Mais dans les échanges, et il faut comprendre un truc, c'est que les échanges que l'on voit, c'est des échanges que la personne dont on a du coup trouvé le nom parce qu'elle a fait une copie d'écran où on arrive à lire son nom, donc peu importe. c'est pas malin. Mais Avançons. cette personne-là, elle a choisi les copies d'écran. On se rend compte qu'il manque plein de choses au milieu. Donc on pense que c'est que ce qui est à charge pour lui. Oui, à moins qu'il y ait une deuxième étage de la fusée, on verra la semaine prochaine. Ouais, On tout a à vu fait. en tout cas l'épouse de Christian Horner dans le paddock pour soutenir son mari, et alors que l'incendie commençait à s'éteindre, surtout après la domination de Red Bull. Bam Sur Wickham, bam, Bombe atomique. Jos Verstappen, le papa du pilote Red Bull, a craqué une allumette, ou plutôt un cocktail Molotov, avec cette déclaration. Je cite, attention, ouvrez les guillemets, la tension va demeurer dans l'équipe tant qu'il reste en place. Il parle bien sûr du Tipeee de Red Bull. L'écurie est en danger de dislocation. On ne peut pas continuer comme ça va exploser. Il joue à la victime alors qu'il est l'un de ceux à la base du problème. Mais à quoi joue le père de Verstappen, les amis? Alain? Saint-Joseph, Jos en néerlandais, Ouais. magnifique quoi. C'est le pyromane pompier. En gros, je suis persuadé qu'il est dans le coup. Du début. J'ai déjà dit la semaine dernière. Massacre vient de- à hockey choral entre Christian et Helmut. Il y a quand même du lourd D'accord. depuis la fin de la saison dernière. Je crois sincèrement. Je pense qu'Helmut envoie Jos au feu parce que Jos n'est pas prêt après de ça quoi. Lui, Non, mais un scandale ou l'autre. Mais elle est incompréhensible, cette Mais non, mais sortie, c'est en fait. incompréhensible. L'équipe, elle a fait le doublé, elle est au-dessus très largement de tout le monde. Il ne me semble pas avoir une Puis, instabilité au sein de Par contre, il l'équipe. crée des tensions entre lui et le pilote. Mais bien sûr. Donc pour le coup, moi je suis d'accord avec Alain. Là, honnêtement, on pourrait croire qu'il a des intérêts à nuire à Christian Horner parce que je ne vois pas en fait quel est le rationnel de cette sortie. Franchement, je ne comprends pas. Il a pété un câble. Ouais, il y a plusieurs choses. Moi j'ai deux. Je lance 2 idées. Et encore une fois, on a creusé, mais on a du mal. La première, c'est que depuis la mort de Dieter Mateschitz, on s'est rendu compte, on a découvert qu'il avait 49% des parts de Red Bull, mais il avait le management. Et apparemment, le management n'a pas été transmis à son fils et à l'équipe autrichienne. Donc ça pourrait vouloir dire que Red Bull, la partie asiatique, originelle thaïlandaise de Red Bull, pourrait avoir Comment dire? non, mais voudrait reprendre une partie de pouvoir. Ah oui, d'accord. Et eux sont proches de Horner parce qu'ils sont réalistes de ce que Horner a fait sur les 18 dernières années. Et le point marketing de l'écurie aujourd'hui. Et le point marketing de l'écurie dans le truc. Donc ça, c'est la première possibilité. Donc c'est peut-être une guerre de pouvoir entre l'Autriche, et on sait que Helmut Marko est un des fervents représentants de la branche autrichienne de Red Bull, puisque c'était un ami de Dieter Mateschitz, et que par ailleurs, Jos et Helmut sont très proches. D'ailleurs, l'an dernier, quand il y avait des tensions, on avait dit que quand Helmut avait été menacé d'être viré parce qu'il s'était mal comporté, on a terminé la saison comme ça. C'était Helmut qui allait partir. On avait entendu que Jos. Max avait dit que si Helmut partait, il quitterait l'équipe. Donc, on sait déjà qu'il y a ces jeux de pistons qui jouent énormément. Ça, c'est la première approche. Ouais. La deuxième approche, c'est peut-être qu'on ne sait pas quelque chose qui est déjà acté. Par exemple, j'en sais rien, moi, le départ de Newey. J'en sais rien. Je lance ça et que donc, on se dit, donc l'an prochain,
Red Bull ne sera plus aussi bon avec le changement de réglementation. 2026, dans 2 ans. Et donc, il y a tout intérêt à ce que je fasse imploser maintenant pour qu'on puisse casser le contrat, y compris le contrat de mon fils Max, pour qu'il puisse aller voir une autre écurie. Non, mais j'en sais rien. C'est alambiqué, hein. Oui, c'est la théorie du complot. C'est-à-dire que, en gros, lance deux idées. je casse le contrat parce qu'effectivement, mais tout simplement, on le sait, si Horner s'en va, eh bien justement New Way s'en va, hein, ils sont intimement liés. Ils seraient intimement liés. Non, ils sont intimement liés. Parlons-en avec Eric. Il va nous en dire un mot dans un instant. Et effectivement, ça permettrait de casser le contrat de Verstappen qui doit être lié à la présence d'Horner, voire de New Way. Mais t'imagines le risque que ça représente. Et puis on n'est pas sûr que dans 2 ans, vu les résultats de Mercedes, ils soient au niveau de Red Bull. Eric, ton sentiment? C'est une histoire à la F1. Je veux dire, tout va bien, ils dominent, ils ont tous les records du monde, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de se taper dessus. Et c'est plus que taper dessus. Là, je pense que oui, mais il va y avoir des morts. Il y a d'abord une petite guerre de pouvoir entre les Autrichiens et les Anglais. En tout cas, Horner et le clan autrichien. Et quand je dis clan autrichien, ça inclut l'Autriche et la Hollande. Il y a des choses qui, clairement, alors le management et les 49%, Laurent, oui, ça c'était connu, c'était le cas en fait, mais ce deal reposait sur la personnalité de Dieter Mateschitz. Et effectivement, le deal a été remis en cause à son décès. Son fils, d'ailleurs, a refusé officiellement de reprendre les rênes de Red Bull et ça a été splitté entre plusieurs personnes. On sait que Olivier Minchaft, je crois que on prononce comme ça, n'affectionne pas particulièrement Christian Horner. Il est possible que, je l'ai déjà rencontré dans ma carrière, que la F1, le rôle de team principal attire forcément ceux qui ont besoin de lumière pour exister dans des grands groupes, parce qu'il y a un tel concentré de médias. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une fêlure, on va dire. Entre l'Autriche, la Thaïlande et Christian Horner. D'ailleurs, pour la petite histoire, il se murmure que quand l'affaire a éclaté, et donc il y a déjà plusieurs semaines, bien avant qu'on le sache, Christian Horner avait été notifié qu'il était licencié sur le champ, et que lui avait fait jouer une clause de son contrat qu'il avait le droit à une enquête indépendante. Et donc c'est comme ça qu'il a sauvé sa tête. Mais pour l'instant, mais je pense que c'est plutôt une guerre de pouvoir, en fait. Il y a des gens qui veulent récupérer la place d'Horner. Et l'attitude plus assez incompréhensible, encore une fois, la grenade qu'a découpillé Jos Verstappen, tu l'interprètes comment? Je garderai mes pensées pour moi. Je pense que c'est pas très malin. C'est pas très malin, ou alors il y a un peu de manipulation et que Jos a fait du Jos, quoi. Bien, de toute façon, c'est un feuilleton qui va durer encore quelques Grands Prix, malheureusement. Je vous propose qu'on passe à la rubrique préférée de cette émission. Je le sais, c'est le quiz F1. On va faire le quiz F1. On passera au sponsor juste après. Vous le savez, vous en avez l'habitude, chaque semaine, 4 questions, une réponse dès la première vous rapporte 4 points, ensuite 3 points, pour la seconde 2 points, etc. Est-ce qu'on est prêt en régie? Faites-moi un petit coucou en régie pour noter les points de chaque participant. On est bon. On est bon. Alors, vous êtes prêts, messieurs? On va y aller. Il s'agit d'un ingénieur, je précise qu'il est français. J'ai débuté en F1 chez Arros, puis Minardi. Elle n'est pas facile. J'ai débuté en F1 chez Arros, puis Minardi pour 4 points, messieurs. Évidemment, si vous répondez, vous êtes éliminés. Alors ça va vous mettre sur la voie. Deuxième info ou indice. J'ai rejoint la FIA en 2014. J'ai rejoint la FIA en 2014. Je suis un ingénieur qui a commencé chez Arros, puis Minardi. Attention. Laurent Melchies. Bravo. Bravo, Eric. Bravo, effectivement. L'info suivante, c'était je suis recruté en 2018 par Ferrari. Et en 2024, j'ai rejoint l'écurie F1 Racing Bull pour en devenir le team principal. Il s'agissait bien sûr de Laurent Melchies. Good job. Allez, il s'agit d'un pilote cette fois-ci. J'ai gagné ma première course alors que j'étais un rookie en Formule 1. Il faut prendre des risques, les amis. Verstappen?
Perdu. J'ai Lewis été... Hamilton. Pardon? Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Oh là là, 8 points, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Mais bon. J'ai été le coéquipier de Fernando Alonso. En F1, j'ai toujours couru pour Mercedes. Et enfin, je vais rejoindre la Scuderia Ferrari, Forza Ferrari, l'année prochaine, en 2025. Allez, Alors Laurent, Ouais, j'hésitais entre lui et je cherchais le deuxième en fait. Et donc un deuxième et, pour éliminer. donc ça fait bien joué. 7 points en régie, si je ne me trompe pas, C'est ça, pour pour les notre quatre. ami, notre thème principal. On parle d'un circuit. Je suis un circuit dessiné par Hermann Ticke. Il y en a beaucoup. ouais, il y en a beaucoup. Circuit de Turquie. Ça aurait pu être la Turquie, mais non. Je suis un circuit urbain dessiné le long d'une corniche. Il a Abu trouvé. Dhabi. Pardon? Abu Dhabi. Non, perdu. Je suis un circuit urbain dessiné le long d'une corniche. Ah, tu pouvais dire le pays. Hein, Non. Ah ouais, mais non. Azerbaïdjan. Non. Guillaume, il reste plus que toi. Le dernier vainqueur de F1 sur mon tracé est Sergio Pérez. Je suis une ville d'Arabie Saoudite. Jeddah. Ah bah quand même, un point. Bah oui, une corniche, oui. Ah oui, c'est le concept du Non, mais circuit. c'est vrai, t'as raison. Ok. On enchaîne. Un pilote. Alors, j'ai remplacé un pilote et c'était Daniel Kiat en son temps. J'ai remplacé un pilote pour 4 points et il s'agissait de... Max Verstappen. Non. Et t'as entendu le mien ou pas? Qu'est-ce que tu as dit? Albon? Non. Ah, mince. J'aurais pas dû le. Gasly. Je suis connu pour mon langage châtié à la radio. Il a dit il a remplacé David Kivat. Ouais. Ah. Ok. C'est peut-être. Je suis le plus petit pilote du Ouais. plateau. Ouais. Il est tout petit. Il est petit. C'est nerf, mais il est petit. Oh, Camille. Allez, on en a parlé toute la Moi je l'émission. l'ai, oui. Je suis le pilote de la filière Honda. Ah, Yuki. Yuki Tsunoda, un point pour Don Camille. Ah bah dis Il a donc. remplacé Kiat. Eh oui. Mais c'était. Ah, il était encore là, je le voyais Kiat. plus tard, moi. Bah, Ouais, ouais, moi je le ouais, voyais ouais. avant, c'est pour ça que Ouais, j'ai Kiat, c'est parlé le d'Albon. père, c'est le père de l'enfant de la femme de Verstappen. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe. On est sorti. Hein Tu parles de qui là? Tu dis quoi? Bon bref, C'est le père de l'enfant de la femme de Verstappen. c'est parfait. Un pilote. C'est l'ex de. Ouais, ok. Un pilote. Oui. Pilote. 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 Soyez attentif. Un pilote. Je suis, alors là c'est un petit, alors là, il est difficile, la première j'avoue, j'ai mis le niveau assez haut. Je suis le plus jeune vainqueur d'une course en DTM. Vous savez, DTM c'est les voitures de tourisme en En Allemagne. ouais. Ah, je pourrais tenter un petit pari, mais. Allez, c'est Ah, bon. j'attendais à ta deuxième. J'hésite entre deux. Lors de ma seconde qualif F1, je me classe devant Verstappen. Aïe 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 aïe. Hulkenberg. Non, L'autre. Magnussen. non, Ah putain. je suis un pilote néo-zélandais. Ah, Mais tu as répondu. Tu peux pas parler. Non, non, j'ai pas Ah, t'as répondu. dit- t'as J'ai pas pas répondu et je l'ai, c'est monsieur Eh bah oui. Hartley. Comment il s'appelait là Ah, mais bon, tu vois. Ah non, Je l'ai, si, Ben si. Hartley. Voilà. non, Non non. C'est pas lui. Mais. J'ai comment il remplacé s'appelait Daniel Ricciardo chez AlphaTauri après sa fracture de la main. Ah. Liam Neeson. Ah. Voilà, Neeson. accessoirement, c'est le cousin de ma Ah, femme. Néo-zélandais. Putain. Ok. Ouais. Accessoirement, c'est le J'aimais cousin bien- éloigné de ma j'aimais femme. bien- Ça vous j'aimais bien intéresse ce- pas ce que je vous dis. Non, on mais- s'en fout, mais j'aimais bien ce pilote, moi. Il était néo-zélandais, Hartley, non? Oui, mais là, c'est Ouais, Liam Neeson dont ouais. on parle. Ça donne quoi en régie? C'est Ouais. toujours une nette domination de monsieur le team principal? Bah oui. Aïe, aïe, aïe. Je Oh crois là que c'est là. gagné pour Eric. Bon, on va aller quand même jusqu'au bout. Un dirigeant d'une écurie de F1. Bon. J'ai participé à 9 Grands Prix en Formule 1 Helmut Marko. en tant que pilote. Helmut Marko, Oui, oui. bravo, cher ami, impressionnant. Helmut Marko, 9 fois
9 participations, il était plutôt bon. Hein, et malheureusement, un dramatique accident Clermont-Ferrand. au Grand Prix de France 1972 met fin à sa carrière. J'ai permis entre autres à Vettel, Verstappen de faire ses débuts à fin et je dirige le programme de détection des jeunes pilotes de Red Bull. Et c'est donc monsieur le team principal, Eric Bouillet, qui rapporte une nouvelle fois ce Quiz F1. Bravo Eric. Bravo Eric. Merci. Bravo Eric. On a été très Allez, bon. on enchaîne avec vos pronos du Grand Prix de Jeddah. Avant d'abord de voir ce que vous avez dit la semaine dernière et qui est le plus proche du résultat de cette semaine, un mot au sujet de nos sponsors. Unibet, le site de paris en ligne, vous propose de miser sur les Grands Prix de F1. Pour le découvrir, Unibet vous propose 100 € de bonus en cas de premier pari perdant, versé en free bets. Pour en bénéficier, il suffit de cliquer sur le lien épinglé en commentaire dans la description de cette vidéo ou encore en scannant le QR code qui s'est affiché à l'écran. Rappelons que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et qu'il faut bien sûr jouer de manière responsable. Alors, on va s'intéresser à vos pronostics de la semaine dernière. On va voir qui était le plus proche de la réalité. On écoute. Je vais faire Max Sainz parce qu'il va vouloir avoir une revanche sur Charles, donc Charles 3e. Max Leclerc-Sainz. Max Leclerc-Sainz. 1 Si. Verstappen, 2 Pérez, 3 Leclerc. Allez, Charles, Max, Sainz. Hamilton, Tu fais bien fait avoir. Norris, Sur le quiz F1. Hamilton Norris. Charles. On va faire comme Red Bull. Faut Alors moi, je ne vais pas prendre prendre des risques. Je vais dire, parce que bon, à part un souci mécanique, bien sûr, notre ami Max Verstappen en pôle. Deuxième, Charles Leclerc. Et troisième, Fernando Alonso. Il avait dit quoi, Fabrice? Fabrice, il avait dit Leclerc premier. Voilà, donc il est aux fleurs. C'est Guillaume, là. C'est Guillaume qui. Le moins loin, c'est Guillaume. je- Le je deuxième, précise c'est. que sans les problèmes de frein de Leclerc, je pense que j'aurais eu le bon podium. Ouais, non, Ok. c'est vrai. Non, t'as bien. Écoutez bien, si vous voulez parier avec notre C'est moi qui l'aurais eu. avec notre sponsor Unibet, les paris de Guillaume. Alors, avant de demander vos pronos, on va jeter un coup d'œil aux cotes d'Unibet cette semaine, si on les a prêtes en régie. Regardez, évidemment, Verstappen sans surprise, est largement la plus faible cote, mais il y a des choses à faire en cas avec notamment Leclerc, avec notamment Pérez, ou encore avec Hamilton, qui est une belle cote également cette semaine. Alors, on commence justement avec Guillaume. Écoutez bien, parce qu'il a le don de trouver généralement. Qu'est-ce que tu mets pour cette semaine? Pour le Grand Prix de Arabie Saoudite, le Grand Prix de Jeddah. Le podium sera en 1 Verstappen, en 2 Pérez et en 3 Russell. Petite cote pour Verstappen, mais vous pouvez aussi miser pour le deuxième ou le troisième. Vous allez voir ça chez nos partenaires Unibet. Laurent, Vous savez que d'habitude, j'aime bien prendre des risques. Et là, j'ai décidé de prendre moins de risques. parce que là, tu paries ton argent, c'est pour ça. Verstappen, Pérez, Hamilton. Ça va arriver à un moment donné, putain. Eric, Alors moi, je vais prendre un peu de risque. Je vais prendre Verstappen, Leclerc, Sainz. ah, ça a changé. Bon, Verstappen, Pérez, Sainz. D'accord. Non, Leclerc. Leclerc, Sainz. Donc les deux Ferrari. Sainz, ouais. Pépone. Non, donc Camille, excusez-moi. Pépone, il n'est pas là aujourd'hui. Allez, Verstappen, Leclerc, Pérez. Et il nous a donné son Oui, on va pari. On va le citer, hein. Mais- Alors pour Pépone, c'est Leclerc, Verstappen, Sainz. Il peut pas s'empêcher, hein, Leclerc. Hein. Alors, Il ouais. n'en démord pas. Bien, et moi de mon côté, ce sera pour moi Verstappen, Leclerc et Hamilton. Une belle cote pour Hamilton. On ramasse les copies lundi prochain. Soyez au rendez-vous. C'est la fin d'On refait la F1. Merci de l'avoir suivi, les amis. On se retrouve dans une semaine, lundi 11 mars, pour un débrief complet du Grand Prix de Jeddah. On refait la F1, vous le savez, c'est tous les lundis soirs après chaque Grand Prix. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne. N'oubliez pas, nous avons notre propre chaîne YouTube On refait la F1 puisque l'émission ne sera plus à terme sur la chaîne de On refait le Mac. Donc abonnez-vous, appuyez sur le petit bouton et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce. À la semaine prochaine et merci encore pour votre fidélité. Lundi 11 mars, le prochain épisode de On refait la F1. Salut, merci, au revoir.